Dans cette capsule, il sera question des droits du créancier de l'assuré à l'égard du contrat d'assurance. Nous regarderons donc les droits du créancier ordinaire ainsi que les droits du créancier hypothécaire. Boris loue un véhicule automobile auprès d'un commerçant. Le contrat de location oblige le locataire à assurer le véhicule en faveur du locataire. Pour respecter cette obligation, le contrat d'assurance liant le locataire automobile à l'assureur prévoira une stipulation pour autrui en faveur du locataire automobile. Bref, ce dernier est le bénéficiaire de l'indemnité en cas de sinistre. Le simple statut de bénéficiaire de l'indemnité présente un risque pour le locataire automobile. En effet, étant bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, le promettant, qui est l'assureur, peut lui opposer tous les moyens qu'il pourrait opposer à l'assuré. Ainsi, l'assureur peut opposer au bénéficiaire de l'indemnité la nullité du contrat découlant d'un manquement à la déclaration initiale de risque. L'assureur peut également opposer la suspension de la garantie découlant d'un manquement aux engagements formels de l'assuré, ou encore l'exclusion de risque résultant de la faute intentionnelle de l'assuré. Ainsi en est-il des droits du créancier ordinaire à l'égard du contrat d'assurance. Avant d'étudier les droits du créancier hypothécaire à l'égard du contrat d'assurance, regardons d'abord ce qu'est un créancier hypothécaire. La banque prête 30 000 $ à Boris. La banque dispose alors d'un droit personnel contre Boris afin de se faire rembourser à l'échéance du terme. Afin de se protéger de l'insolvabilité éventuelle de Boris, la banque peut exiger que Boris lui consente une hypothèque sur sa maison, soit un droit réel. Puisqu'il s'agit d'un droit réel, c'est-à-dire un droit sur une chose, même si le bien est cédé par la suite, l'hypothèque demeure. Elle suit le bien. À noter que la maison pourrait être cédée ainsi 100 fois de plus, et la banque détiendrait encore son hypothèque sur la maison, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas remboursée. À partir du moment où la banque détient une hypothèque sur la maison de Boris, elle n'est plus une simple créancière, elle est une créancière hypothécaire. À noter que le créancier hypothécaire n'est pas nécessairement une banque, il peut s'agir d'une personne physique aussi. Le créancier hypothécaire dispose de certains recours particuliers au livre 6 du Code civil, afin de lui permettre d'être remboursé en cas de défaut du débiteur. Il peut notamment prendre en paiement la maison ou encore la saisir afin de la vendre et être payé à même le fruit de la vente. Fermons cette parenthèse et revenons à l'assurance. Lorsqu'une banque prête de l'argent pour l'achat d'une maison, la convention de prêt hypothécaire prévoit l'obligation pour l'emprunteur d'assurer le bien en faveur du créancier hypothécaire. Si le contrat d'assurance indique seulement que la banque est bénéficiaire de l'indemnité, la banque jouit alors d'une simple stipulation pour autrui avec tous les risques qui lui sont rattachés, notamment le fait que l'assureur peut lui opposer la nullité du contrat en cas de manquement à la déclaration initiale de risque de la part de l'emprunteur. Afin d'éviter cette situation, l'industrie de l'assurance a développé une protection particulière pour le créancier hypothécaire. En effet, il est possible d'ajouter dans le contrat d'assurance unissant l'assuré
à l'assureur une clause particulière afin de protéger les droits du créancier hypothécaire. Cette clause se nomme la clause de garantie hypothécaire type du Bureau de l'assurance du Canada. Lorsqu'une telle clause se trouve au contrat d'assurance, le créancier hypothécaire n'est plus le simple bénéficiaire d'une stipulation pour autrui. Il devient un assuré à part entière. Selon la Cour suprême, cette clause, contenue physiquement dans le contrat d'assurance du débiteur hypothécaire, a pour effet d'instituer un deuxième contrat, cette fois entre le créancier hypothécaire et l'assureur. C'est ce que l'on appelle la théorie des deux contrats. S'agissant alors de deux contrats distincts, la faute intentionnelle du débiteur hypothécaire, un manquement à un engagement formel, de même qu'une aggravation de risque de la part du débiteur hypothécaire, sont inopposables au créancier hypothécaire. Dans l'arrêt Katisko-Nouris, la Cour suprême établit qu'un manquement à la déclaration initiale de risque par le débiteur hypothécaire peut être source de nullité de son contrat, mais ce manquement n'affecte pas la validité du contrat d'assurance du créancier hypothécaire. Bien que la protection du créancier hypothécaire se retrouve physiquement dans le contrat d'assurance du débiteur hypothécaire, il s'agit de deux contrats d'assurance distincts. Avant de regarder la dernière implication de la théorie des deux contrats, je dois ouvrir une parenthèse. Faisons abstraction de l'assurance pour un instant. Ayant des difficultés à rembourser son prêt hypothécaire, le débiteur incendie l'immeuble. Cette faute cause un dommage au créancier hypothécaire. Ce dernier dispose alors d'un recours contre le débiteur hypothécaire. Prenons le même scénario, mais ajoutons-y l'assurance maintenant. Si le débiteur hypothécaire incendie volontairement l'immeuble, il commet alors une faute intentionnelle, ne lui donnant pas le droit de recevoir l'indemnité d'assurance. Toutefois, l'assureur indemnisera le créancier hypothécaire qui est victime de cette faute. Cela ne libère pas pour autant le débiteur hypothécaire de sa dette. En effet, après avoir indemnisé le créancier hypothécaire, l'assureur sera subrogé dans les droits du créancier hypothécaire. Concrètement, l'assureur pourra poursuivre le débiteur hypothécaire afin de se faire rembourser ce qu'il a versé au créancier hypothécaire. Cette solution ne se trouve pas textuellement dans le Code civil, mais plutôt dans la jurisprudence. En terminant, regardons l'attribution légale de l'indemnité d'assurance en faveur des créanciers de l'assuré. Comme il s'agit d'une attribution légale, le contrat d'assurance n'a pas à le prévoir spécifiquement. Je vous souligne que l'article 2497 s'applique indépendamment de la présence ou non de la clause hypothécaire type dans le contrat d'assurance. Même si le créancier hypothécaire ne jouit pas d'une clause de garantie hypothécaire dans le contrat d'assurance, il profite tout de même de l'article 2497 si l'assureur doit verser une indemnité à l'assuré. L'article 2497 s'applique uniquement à l'assurance de biens. Il fait appel à plusieurs notions prévues dans le livre 6 du Code civil
au sujet des sûretés. Ces différents créanciers peuvent simplement dénoncer leurs créances à l'assureur afin de toucher une part de l'indemnité. La dénonciation peut être autant orale qu'écrite. Je vous rappelle, conformément à l'article 2471, qu'à la demande de l'assureur, l'assuré doit faire connaître à l'assureur les droits des tiers. Prenons un exemple pour illustrer le fonctionnement de l'article 2497. L'assuré a le droit de recevoir une indemnité d'assurance de 500 000 $. Revenu Québec dénonce sa créance à l'assureur, de même que la municipalité et le créancier détenant une hypothèque sur la maison de l'assuré. L'assureur verse 100 000 $ à Revenu Québec, 10 000 $ à la municipalité et 300 000 $ au créancier hypothécaire. Le reliquat, c'est-à-dire la somme qui reste, est alors versé à l'assuré. À noter que si Revenu Canada dénonce sa créance de 50 000 $ contre l'assuré après que l'assureur ait de bonne foi versé l'indemnité, le paiement effectué par l'assureur sera libératoire. Cela veut dire que Revenu Canada ne pourra rien reprocher à l'assureur. Voilà qui complète l'étude des droits du créancier hypothécaire à l'égard du contrat d'assurance.